Bonsoir à tous. Merci d'être à ce rendez-vous du journal des sports, le sommaire. Ouverture de la saison 2018 des sports paralympiques. Lago Clarisse et Doufi Richard en pleine forme. Tennis de table, circuit mondial junior 2018 à Abidjan. La compétition bat son plein, la Chine, l'Inde, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et la RDC s'illustrent bien. Quart de finale de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo offre la victoire au merengue face à la Juve. De son côté, le Bayern se fait respecter face à Séville. Capit Bakayoko et Aimé Brière sont très bien installés à mes côtés. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On se retrouve dans un instant pour le débrief. Ouvrons ce journal par l'actualité nationale. Sport paralympique, première journée, championnat national. Le stade Robert Champrot de Marcory a abrité l'ouverture de la saison 2018 des sports paralympiques. Au menu, le lancer de poids, le saut à longueur et le relais 4x100. Les détails avec Marilyn Dasso et Samuel Mech. Le top départ de la course sur piste est donné aux athlètes du 200 mètres. Cette course a réuni les T46 et T47. Nakou Serge, dossard 119, franchit la ligne d'arrivée en premier avec une performance de 23 secondes 80 centièmes. Au lancer de poids, Lago Clarisse chez les dames et Doufi Richard chez les hommes, tous deux finalistes aux Jeux de Rio dans la catégorie F40 sont présents et vont s'imposer. Lago Clarisse en orange surclasse ses concurrentes avec une performance de 4,84. Doufi Richard en bleu se montre plus performant que ses autres adversaires avec un lancer de 7,86. Le saut en longueur a réuni 4 athlètes dont Nakou Serge Arthur, deuxième au Jeux de la francophonie. Il est arrivé à prendre le dessus sur les autres avec une performance finale de 5,16 m. Oui, il faut dire que satisfaction pour moi, franchement, c'est la première fois que l'handisport arrive à faire le relais 4x100. Ça veut dire que les personnes handicapées sont sensibilisées pour faire l'athlétisme. D'ailleurs, c'était mon souhait quand j'ai commencé la fédération au nivellement. C'était une manière pour appeler d'autres. Aujourd'hui, Dieu merci. Vraiment, j'ai vu la première journée avec les bons temps. Il faut dire que la première journée avec les bons temps explosifs, vraiment c'est bon. C'est par le relais 4x100 mètres que s'achève cette première journée. La Fédération ivoirienne des sports paralympiques a remporté ce relais en 48 secondes 8 centièmes face à la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Restons avec Marilyn Dasso et Samuel Mech pour parler encore des sports paralympiques. Lago Clarisse, future grande championne au lancer de poids, rêve de faire flotter le drapeau ivoirien aux compétitions internationales. Écoutons-la plutôt. C'est Talou qui m'inspire. L'envie de se surpasser et de devenir un jour une star comme Talou Marie-Josée a permis à Clarisse Lago de faire fi de son complexe et travailler avec acharnement pour atteindre ses objectifs. N'ayant pas eu une enfance facile comme les filles de son âge, du fait de sa taille, elle restera longtemps renfermée jusqu'à ce que son meilleur ami la convainc de passer outre son complexe. Clarisse prend alors enfin la décision de pratiquer son sport de rêve, le lancer de poids. C'est un ami qui m'a envoyé ici quoi. Il dit de venir faire le sport, Bon, au début, j'avais un peu honte. Quand je venais, je voyais mes camarades. Bon, j'ai eu confiance. J'ai dit, si moi je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a fait ça. Donc, j'ai vu ça, j'ai mis la honte de côté quoi. Entraînement et motivation vont lui permettre d'être première au championnat national et de s'envoler pour Rio aux Jeux olympiques pour défendre les couleurs nationales. Elle ne parvient pas à remporter le trophée, mais est tout de même finaliste. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de prix, mais c'est l'année passée en Tunisie, il y a eu une médaille d'argent. On a eu des compétitions ici, on allait à Yamoussoukro, on s'est préparé à Yamoussoukro, de Yamoussoukro et puis on allait au Brésil. Aujourd'hui, elle inspire respect et admiration autour d'elle. L'espoir de remporter un jour un prix international continue de la guider et elle travaille pour y arriver.
Poursuivons avec du tennis de table. La 4e journée du circuit mondial s'est tenue ce mercredi 4 avril au Parc des Sports de Treichville. Cette journée a été marquée par les épreuves individuelles cadets, filles et garçons. Des épreuves dominées entre autres par les Chinois. Les détails avec Véronique Conan et Aude Alegbe. Première opposition de la journée, Eliu Hassana Judith de la Côte d'Ivoire était face à Yu Yingguo de la Chine. Yu Yingguo, sans difficulté, va dominer toute la partie. Elle maîtrise parfaitement les techniques du tennis de table. Score de la rencontre 3-0. Dans le groupe 2, Chen Junjin de la Chine a eu du mal devant Arokia Das Katrintina de l'Inde. Cependant, elle parviendra à se démarquer grâce à ses techniques d'attaque et s'impose 3-1. Chez les juniors hommes, El Shawaziad était face à Begré Emmanuel de la Côte d'Ivoire. El Shawaziad n'a pas eu du mal à remporter la rencontre. Son expérience d'attaquant et son sprint du coup droit lui permet de s'imposer 3-0. J'ai trouvé la compétition facile et dans l'ensemble parce que la première partie c'était le circuit mondial, donc avec beaucoup d'entraînement pour gagner les matchs c'était vraiment facile. Je me sens bien et je vais continuer de m'entraîner parce qu'il y a la suite encore de l'Africa Cup. Les athlètes sont déterminés à faire mieux pour glaner des médailles en finale. Passons maintenant à l'actualité internationale. Ouvrons ce volet avec du cyclisme. Le Tour du Pays Basque est à sa 52e édition. Cette année, les grosses écuries du monde et surtout de l'Europe se sont donné rendez-vous dans le Pays Basque. Les premières et deuxièmes étapes se sont déjà courues. Deux courses maîtrisées par le Français Julian Alaphilippe. Salif Ouattara nous en dit plus. Les roues de Julian Alaphilippe sont étincelantes sur ces deux premières étapes de la 58e édition du Tour du Pays Basque. Le Français de l'écurie belge, Quick Step, s'est imposé mardi sur le circuit en ligne, reliant Sarroz à Bermeo, long de 162 km. Deuxième victoire au sprint pour le peinture professionnel français. Lundi déjà, à la première étape, sur les 166 km du circuit fermé de Sarroz, Alaphilippe marquait son territoire en s'imposant en 4h17 minutes 36 secondes et 4 secondes d'avance sur le peloton. Après un début prometteur au Paris-Nice en début du mois de mars, qui s'était soldé par une 18e place, peu honorable au classement général, Julian Alaphilippe remet le couvert dans le Pays Basque avec une intention bouclée en tête et rebondit dans le classement des meilleurs sprinteurs de l'Union cycliste internationale. Après la deuxième étape mardi, Alaphilippe n'a pu creuser l'écart au classement général. D'un millième de seconde, il conserve sa place de leader devant le Slovène Primoz Roglic et l'Espagnol Gorka Izagirre. L'année dernière, j'ai pas de super souvenirs ici, mais voilà, c'est quand même une course très importante où le niveau est très relevé, le parcours est difficile chaque jour, donc en vue des Ardennaises, c'est super d'être ici et de se confronter aux meilleurs coureurs. L'année dernière, ouais, j'ai chuté dans la semaine, j'ai crevé ici à la première étape. Voilà, aujourd'hui, c'est différent. Habitué des classiques ardennais, Julian Alaphilippe veut désormais conquérir les courses en ligne aux multiples obstacles. À 25 ans, Alaphilippe peut être la surprise du Tour du Pays Basque. En information, retenez que la 3e étape du Tour du Pays Basque s'est courue aujourd'hui entre Bermeo et Villanueva de Valdegobia. Les 185 km ont été maîtrisés par l'Australien Jay McCarthy. Julian Alaphilippe demeure leader au classement général après cette 3e étape avec 8 secondes d'avance sur le peloton. Basketball, un NBA, Houston se qualifie de la plus belle des manières et conforte sa place de leader pour les playoffs. La nuit de mardi à mercredi en NBA a été favorable à Houston, victorieux de Washington 120-104. Une victoire qui lui permet d'être au rendez-vous des playoffs en étant leader de la conférence Ouest. Bon fils Bédi, Aude Alegbe.
Fin de saison tranquille pour les Houston Rockets, vainqueurs mardi soir des Washington Wizards à domicile, 120-104. Intenables sur les deux premiers quarts où ils ont mené 71-49 à la pause, les hommes de Mike D'Antoni ont ensuite tenu l'écart jusqu'au bout, profitant des 38 points, 10 rebonds et 9 passes de James Harden. Le pivot Clint Capela s'est fondu d'un double-double cette performance individuelle au cours de ce duel qui lui a valu 21 points, 10 rebonds. Leurs adversaires, les Wizards, se sont rapidement tournés vers leur principal objectif de fin de saison puisqu'ils ont validé leur participation aux playoffs. Ils ont ensuite réintégré John Wall en vue justement des phases finales. Après 2 mois d'absence en raison d'une opération au genou, John Wall a été annoncé de retour peu avant la rencontre face aux Charlotte Hornets, une très bonne nouvelle dans cette dernière ligne droite alors que les Wizards piétinent. Mais le meneur a assuré qu'il n'y avait pas d'excitation particulière avant le match. C'est l'heure du débrief. Quart de finale de la Champions League. Les 2 premières rencontres se sont disputées hier. Juventus de Turin, Real Madrid et Séville Bayern. Et Capit Bakayoko et Aimé Brière sont avec moi. Mais nous vous proposons d'abord le résumé de Juventus Real, signé par Jean-Sylvain Esso et Samuel Mech. Le double tenant du titre, le Real Madrid, conduit par Cristiano Ronaldo, a ébloui le Juventus Stadium en donnant une vraie leçon de football aux Bianconeri, 10 mois après la finale de Cardiff. Dès la 3e minute, la superbista de Isco avec cette passe audacieuse dans la surface pour Cristiano Ronaldo qui frappe en première intention. L'attaquant portugais ouvre le score et trace la voie d'un large succès. La Juventus tente de réagir avec Paulo Dybala, mais ne parvient pas à tromper la défense madrilène. En seconde période, Cristiano Ronaldo, d'un ciseau acrobatique à la 64e minute, illumine le stade pour le 2-0. 2 minutes plus tard, le leader de la Série A, impuissant, est réduit à 10 après un second carton jaune octroyé à Paulo Dybala. Dominateurs, les Merengues inscrivent un 3e but à la 72e minute par Marcelo qui se retrouve en face-à-face avec Buffon. Sa feinte déstabilise le gardien quarantenaire et il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Avec ce score de 3-0, le Real a fait un pas sur les demi-finales. Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé dans cette rencontre, a inscrit plus de 22 buts que le club turinois dans son histoire en quart de finale de la Ligue des Champions. En 149 matchs de Ligue des Champions, l'attaquant du Real Madrid a été l'auteur de 119 réalisations. Il est d'ailleurs devenu ce mardi le premier joueur de l'histoire à marquer lors des 10 rencontres consécutives de cette compétition. Des statistiques exceptionnelles pour un joueur pas comme les autres. Voilà, Aimé Brière, porté par un Cristiano Ronaldo extraordinaire, le Real a tout simplement assommé la Juventus. Oui, à l'entame de ces quarts de finale, au Juventus Stadium, eh bien, le Real Madrid a envoyé un signal fort à l'intention de ses futurs adversaires dans cette compétition que le Real aborde en tenant du titre, bien sûr, et surtout en possible lauréat pour cette compétition, ce qui ferait tomber un autre record, celui d'aligner 3 victoires de suite dans la compétition. Mais on n'en est pas encore là. On a assisté hier à un match d'une grande beauté sur le plan technique, sur le plan tactique. Et il est presque dommage que la Juventus de Turin soit restée un peu en dedans. Parce que dès l'annonce de la composition des équipes, on a senti que les hommes d'Allegri se mettaient sur la défensive en animant leur côté gauche avec 2 joueurs défensifs. Asamoah Gyan, le Ghanéen, qui est d'habitude un milieu sortant, a été aligné au niveau des défenseurs de l'équipe de la vieille dame. Et devant lui, on a Alessandro, le Brésilien, qui lui est un défenseur latéral nominal, n'est-ce pas, qui était avancé en milieu de terrain. Pourquoi? Bien parce qu'on avait peur du potentiel offensif du Real Madrid. Et sur ce point-là, Allegri a bien eu raison. Alors, Capit, auteur d'un doublé, d'un retourné exceptionnel. En tout cas, je peux dire que Cristiano Ronaldo a éclaboussé cette rencontre de son talent. Oui, c'est vrai, Cristiano Ronaldo, on ne cessera de le dire, c'est un joueur qui commence aujourd'hui à faire sauter tous les records.
Mais ce qu'il faut retenir de ce garçon, et que je voudrais servir en exemple à tous nos jeunes gens, c'est qu'il reste éternellement ambitieux. Ouais. Et donc, il reste constamment au travail. C'est-à-dire que c'est un garçon qui aujourd'hui, pour les milliards qu'il gagne, pour les records qu'il a battus, pour la renommée qu'il a déjà, aurait pu considérer qu'il n'a plus rien à prouver et se contenter de peu. Non, Cristiano Ronaldo continue de travailler de la même manière. Quand vous voyez les vidéos de ses entraînements, vous vous rendez compte que ce qu'il réalise, ce n'est pas le fait du hasard. Ouais. Il a des qualités techniques au départ. C'est un garçon qu'on a vu à Manchester United à l'époque. Il jouait très très bien. Mais c'était encore désordonné, il était tout jeune. Aujourd'hui, il a pris de l'âge et il a pris surtout un brin d'expérience qui fait qu'il continue de travailler physiquement, il continue de travailler tactiquement et surtout de travailler au maximum son adresse devant le but. C'est un garçon donc qui montre à tout le monde que tant qu'on veut aller de l'avant, on travaille pour aller de l'avant. Ouais. Et il le montre bien. Donc on ne va pas passer la soirée à dire tout ce qu'il fait de bien. Il fait pour tout joueur ce que le public attend. Marquer des buts. Parce qu'en fait, c'est les buts qui donnent la victoire. Parce que quand vous regardez le premier but que le Real marque, ce but coupe complètement, exactement, ce premier but coupe complètement les pieds à la Juventus. Parce que quand on voit, comme Aimé le disait tout à l'heure, le dispositif défensif des Italiens, oui, on se rend compte qu'ils se disent, OK, il faut tenir un certain moment avant de prendre un but. Si possible, tenir tout le match sans prendre de but. Mais comme j'ai souvent dit en matière de match, oui, il vous arrivera toujours les choses dont vous avez peur. La peur est un mauvais sentiment. Il faut respecter l'adversaire, il faut connaître ses forces, mais il ne faut pas avoir de la peur. Parce qu'on a vu dans cette composition un grand niveau de panique de la part de Allegri, qui est pourtant un technicien chevronné, mais son dispositif était un dispositif pour une équipe sans confiance en elle-même. Parce qu'en fait, il se rappelle ce que Tottenham lui a donné comme signal. Ouais. Tottenham a révélé au monde entier que la grande défense de la Juventus n'était plus la grande défense qu'on connaissait. Donc, pour une équipe qui a un potentiel offensif comme celui du Real, eh bien, il y avait de forts risques que l'équipe prenne des buts à domicile. Donc, lui, il s'est dit, OK, il faut d'abord que je ferme. Alors que moi, ma tendance est de dire, si tu veux défendre contre une équipe, il faut l'obliger, elle, à se défendre contre tes attaques. Tant qu'elle est occupée à se défendre, elle n'est pas occupée à t'attaquer. Si tu la laisses venir avec des joueurs du potentiel du Real, tu la laisses avancer, tu la laisses composer, il n'y a pas de pressing, tout le monde est dans nos camps, dans un repli défensif, où tout se passe dans nos 20-25 derniers mètres, eh bien, le risque est trop grand pour qu'on prenne la raclée comme ils ont pris hier. Voilà, Allegri a fait un mauvais calcul. On ne vient pas jouer devant le Real en se repliant, on vient jouer devant le Real en attaquant le Real. Il faut attaquer le Real parce que le Real, c'est comme toute équipe offensive, elle n'aime pas se voir attaquer. Voilà. Et tant que tu la laisses jouer, eh bien, tant pis pour toi au bout du compte. Alors, Aimé, oui, avec vous, on va décortiquer quelques temps forts de cette première partie. Voilà, 3 buts construits dans le premier. Alors, ici, c'est un coup franc de Dybala sur lequel Higuaín oblige le gardien du Real, Navas, a un arrêt extraordinaire. Mais on a vu de cette équipe du Real 3 buts véritablement construits sur le premier, alors que là, nous voyons le coup franc de Dybala, parfaitement repris par Gonzalo Higuaín, et puis Keylor Navas repousse. Mais le premier but du Real est un but construit sur le côté gauche avec Marcelo qui compose avec Isco. Isco se décale, il travaille son adversaire, il délivre un centre parfait à Cristiano Ronaldo. Alors, le geste de Cristiano Ronaldo n'est pas parfait, c'est un extérieur du pied droit, même peut-être un pointu, mais lui, l'essentiel, c'était de mettre ce ballon hors de portée de Buffon. À ce moment-là, eh bien, comme on le voit sur ces images, eh bien, les joueurs de la Juventus vont essayer de se porter dans le camp du Real. On a vu ce coup franc de Dybala sur lequel Higuaín est intervenu. Là, c'est une montée sur le côté droit de Deschiglio, le défenseur latéral droit de cette équipe de la Juventus de Turin. Dybala et Higuaín se sont précipités, mais ça n'avait pas suffi. Et là, on voit une attaque se développer côté gauche, hein, et puis un appui, voilà, Benzema, un appui et une frappe de Toni Kroos sur la barre transversale. Parce que ça fait 3-0 à l'arrivée, mais ça a fait 2 barres transversales et puis 2 occasions manquées de Cristiano Ronaldo. Regardez cette belle combinaison. En pivot, Benzema remet le ballon à Toni Kroos qui, en pleine course, trouve la barre transversale de Luigi Buffon. Donc, il faut voir que cette équipe a des
à un jeu parfaitement huilé. Et vous savez qu'on n'entend plus parler de la BBC. Pourquoi? Bien parce que maintenant, eh bien, ce n'est plus la BBC, ce sont des jeunes comme Isco, on l'a vu tout à l'heure, on va le voir tout à l'heure, comme Lucas Vazquez, qui apporte plus de vivacité dans le jeu, plus de technique et également plus de rapidité et qui ne rechigne pas aux tâches défensives. Là, nous voyons le premier but du Real. Oui. Alors Kroos se compose avec Marcelo. Marcelo revient sur Isco et vous allez voir que c'est ce même Isco qui va demander le ballon. Alors voilà, qui va faire un appel de balle côté gauche auquel répond parfaitement Marcelo. La première fois ça ne marche pas, mais on va voir que sur la seconde, eh bien voilà, ça va marcher. Il a veillé à ne pas se mettre en position de hors-jeu. Il travaille un centre parfait du pied droit et Ronaldo s'est précipité sur le ballon pour marquer. Alors il y avait Benzema qui convoitait également ce ballon, mais Ronaldo ne laisse jamais à un partenaire le soin de frapper au but. D'ailleurs, il y aura une occasion sur laquelle on va voir qu'il s'est un peu précipité. Il aurait peut-être dû laisser son partenaire en meilleure position et essayer de scorer. Et voilà comment, eh bien, dès le début de la rencontre... À la troisième minute... La Juventus prend ce but assassin. Quand on voit ce but, on se rend bien compte que le dispositif défensif de la Juve est trop statique, il est trop figé, il est lourd, il ne bouge pas assez, il ne va pas assez au contact du ballon. Regardez, ils ont pu aligner la 4 passes. Il n'y a pas de joueurs de la Juve. Les deux joueurs sont à plus d'1 mètre. Quand Isco reçoit le ballon, le joueur le plus proche est à 3 mètres. Quand Ronaldo va sur le ballon, les deux centraux sont là, mais ils ne font pas de mouvement vers le ballon. C'est trop statique. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'ils avaient un seul souci, être les plus nombreux en défense, être les plus nombreux devant leur cage. Je crois qu'ils se prenaient pour un bus. Et là... Mais ça sert à quoi d'être nombreux dans la défense? Ben, strictement rien, dès qu'on a affaire à une équipe où on a des attaquants qui ont une très grande technicité, qui sont très bons à la fois individuellement et collectivement, ça ne sert à rien. Ça marche face à des équipes qui n'ont pas une grande capacité de création. Regardez cette équipe, ils peuvent faire 3 passes juste pour se créer une brèche. Et pendant ce temps, regardez tous les défenseurs de l'équipe de la Juve. Il n'y a pas un vrai mouvement vers le ballon. Regardez, Marcelo a le ballon, les deux s'arrêtent, il ne bouge pas. Il a le temps de le donner à Isco derrière. Et c'est maintenant qu'on a un décalage pour aller chercher Isco. Et quand il envoie le ballon vers le centre, aucun des centraux ne va vers le ballon. Ils sont tous les 3 arrêtés devant leur poteau. Oui. En fait, ils ont une telle peur de cette équipe que finalement, ils ont même peur de se faire éliminer en allant vers le ballon. Ils n'y vont pas. Tétanisé par l'enjeu peut-être? Non, tétanisé par l'adversaire, parce que c'est quand même une des attaques, les meilleures attaques d'Europe en ce moment, cette attaque-là. Et surtout, on a le meilleur buteur pratiquement de cette compétition, Cristiano Ronaldo. Donc, ça induit forcément une certaine crainte. Mais il ne faut pas se laisser justement enfermé par cette crainte. Il faut aller au contact du porteur du ballon, il faut aller chercher le porteur du ballon, parce qu'il faut l'empêcher de jouer avec sérénité, il faut le pousser à la faute. Si on le laisse jouer tranquillement, eh bien, il a le temps de faire des passes bien ajustées. Regardez, même sur le deuxième but. Ils vont faire un petit décalage, et puis il va centrer. Regardez, toute la défense est à l'arrêt. Toute la défense est à l'arrêt. Il n'y a personne qui fait un mouvement vers le ballon. Ouais, je dis, le geste de Cristiano, il n'y a rien à dire. C'est un geste qui est très beau, c'est un geste qui est magnifique, qui dénote d'une grande qualité technique chez ce joueur. Ouais. Mais on note qu'il est le seul. La balle est en arrière. Il est le seul qui revient vers le ballon pour chercher ce ballon. Ouais. Tous les défenseurs sont à l'arrêt. Ouais, moi, je voulais juste attirer l'attention sur la réalisation de ce deuxième but. Oui, pas seulement sur le geste de Cristiano Ronaldo, qui est parfait. Alors, nous avons vu ce centre pied droit de Isco et puis cette bicyclette. Hein. Alors, ils l'ont mesuré à plus de 2 mètres, hein, il faut le dire. Mais depuis le début de l'action, sur le début de l'action, eh bien, c'est Cristiano Ronaldo qui a profité d'une bévue de Chiellini pour prendre le ballon. Il était à ce moment à la côté gauche. Absolument. Et il remet le ballon sur Lucas Vazquez. Lucas Vazquez frappe au but. Buffon repousse le ballon qui revient donc dans les pieds de Isco. N'est-ce pas? Et c'est exactement la même action. Et Isco fait ce centre. Et puis on a vu ce qu'il en était advenu. Et pendant tout ce temps, où est la défense de la Juve? Exactement. Alors la Juve, voilà, regardez, c'est Chiellini a manqué le ballon. Et qui est sur le ballon? C'est Cristiano Ronaldo. Il regarde, il contrôle. Il remet sur Lucas Vazquez une frappe sur laquelle Buffon se détend. Et puis ce même ballon va se retrouver dans les pieds de Carvajal. C'est Carvajal, hein, l'arrière droit. Et puis voilà la frappe. Mais il faut dire hein, que le scénario du match a été favorable au Real Madrid. Parce que quand on encaisse un but à la 3e minute, n'est-ce pas, on avait une tactique qui était mise en place, tout change. D'accord? Avant même que cette tactique ne soit mise en place, et puis maintenant il faut repenser tout le match. Et c'est de cela que c'est dans cet exercice que l'entraîneur de la Juve et les joueurs de la Juve se sont montrés vraiment assez limités. Voilà, c'est un peu la clé. Mais ce système-là ne marche plus. Le catenaccio ne marche plus. Il marchait bien avant parce qu'avant, les équipes avaient des attaques
qui n'étaient pas coordonnés avec leur défense. C'est-à-dire que quand les attaquants portaient le ballon, ils ne prévoyaient pas les possibilités de contre. Donc quand on avait des équipes qui étaient dans leur camp, qui attendaient pour contrer, elles devenaient redoutables. Aujourd'hui, quand vous voyez le Bayern attaquer, dès que vous récupérez le ballon... On va en parler tout à l'heure, d'accord. Bon, ok, d'accord. Quand vous jouez contre le Real, prenez le Real, quand vous jouez contre le Real, ils sont en 4-4-2 au départ, c'est-à-dire que vous n'avez que 2 attaquants. Mais quand ils ont le ballon, ils sont pratiquement en 2-4-4. Donc, dès que l'attaquant perd le ballon, vous avez une nuée de personnes pour vous empêcher de relancer correctement. Donc, toute votre contre-attaque est coincée. La Juve n'a pratiquement pas réussi à faire jouer son jeu de contre. Ils ont dû parfois se référer à des actions individuelles de Dybala, même de Kelleni, pour essayer de porter. Mais collectivement, ils étaient complètement ceinturés par ces 2 lignes de 4 qui étaient dans le camp de la Juve. Mais je dis souvent aux gens, la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Claire. Absolument. Et ils jouent attaque placée, attaque rapide. Oui. Alors, sur le premier but, c'est vraiment une attaque placée parce qu'ils ont travaillé, ils étaient tous sur le front de l'attaque. Mais sur le deuxième but, ce n'est pas une attaque placée. Parce que comme l'a dit Capi, dès qu'il récupère le ballon, eh bien, Vasquez à gauche, Isco à droite se projette. Et c'est à ce moment, ils se retrouvent plus nombreux. Mais ils n'ont pas fait une attaque placée. Mais ils savent jouer dans toutes les configurations du jeu offensif. Hein. Et maintenant, il faut savoir que du côté de la Juve, il y a Bonucci, l'un des défenseurs centraux qui est parti au Milan AC. Donc, il y a certes Kelleni et Barzagli. Mais Barzagli n'a pas fait un grand match. Alors, ils ne sont pas très complémentaires. Ils n'ont pas été, voilà. Et regardez cette mésentente entre Kelleni et Buffon. Et c'est à partir de là qu'est parti que le deuxième but. Et là, tout le monde oublie Ronaldo. Ouais. Tout le monde, regardez, Ronaldo, il est complètement oublié. Et pourtant, on sait que c'est celui qu'on va jouer. Voilà. Ensuite, le centre est un peu en arrière. Donc, il est obligé de revenir vers le ballon. Voilà. Et pendant que lui revient vers le ballon, tous les autres regardent le ballon comme s'il n'y avait pas de risque, comme s'il n'y avait aucun danger. D'accord. Je signale que ce deuxième but est intervenu à la 64e minute. Nous allons parler maintenant du carton rouge avec, en complicité, bien sûr, avec la réalisation. Voilà. Le carton rouge de Dybala. Alors, oui, Dybala a pris un premier carton jaune pour un accrochage avec un joueur du Real Madrid. Il n'a pas du tout contesté. Maintenant, sur ce long ballon, eh bien, il n'a pas vu son adversaire Carvajal, mais ça n'empêche qu'il y a effectivement faute. Pourquoi? Parce que c'est un jeu dangereux, c'est un jeu qui met à mal l'intégrité physique de l'adversaire. Et là, le deuxième carton jaune est tout à fait légitime. Nous avons même cru à un moment que c'est un carton rouge direct. Parce qu'effectivement, c'est un jeu très dangereux puisqu'il prend dans la poitrine le crampon de Dybala. Alors, les autres vont dire, mais pourquoi on lui donne un carton rouge? Il n'a pas fait exprès. Mais il n'a pas fait exprès, mais ça n'excuse pas la dangerosité du geste. Quelqu'un qui, à cette étape, l'a dit, n'a pas fait exprès, on voit qu'il ne connaît pas les règles. La règle sanctionne l'intention lorsque l'adversaire n'est pas touché. C'est-à-dire vous avez l'intention de le faire, vous n'y arrivez pas, on sanctionne l'intention, mais dès lors que vous touchez, que vous ayez fait exprès ou pas, il y a le fait que vous portez atteinte à l'intégrité physique de l'adversaire. Et puis, sur ce coup, on voit bien que Dybala, il est un peu dépité, en fait. Hein. Il est dans une forme d'impuissance, il se rend compte qu'il est contrarié de partout, donc il est dans la quête de gestes impossibles. Et quand il fait ce geste, il ne regarde même pas, parce qu'au fond, lui, il est dans la bataille. Il ne regarde pas. Donc, on a à la fois l'impuissance et l'inexpérience de l'âge. Il est jeune. C'est le troisième but. Ça, c'est le troisième but. Oui. C'est la preuve qu'on a affaire à une défense où on s'aligne, on vient s'arrêter comme si c'était à l'arrêt de bus. Voilà. Regardez, ils sont 4. Et les autres sont 2. Ils passent comme dans du beurre. Mais ça veut dire que tout le monde attend le bus. Mais le bus, il ne vient pas. C'est un joueur agile qui vient passer. C'est un scénario tellement simple. Regardez, il ne monte pas sur le porteur du ballon. Voilà. Personne ne monte sur le porteur du ballon. Ils regardent tous. Ouais. Mais alors, par 2 fois, Ronaldo se met en appui. Absolument. Et c'est lui qui déclenche l'offensive sur le côté gauche. Il prend un appui. Ensuite, quand Marcelo vient, Marcelo s'appuie sur Ronaldo pour le 1-2 au millimètre. Regardez, un moment, les joueurs de la Juve avaient cru que le défenseur latéral gauche brésilien était hors jeu. Parce qu'il n'a pas vu que son partenaire derrière lui n'a pas bougé. Voilà. Un autre appui Ronaldo. Et tout de suite, donc ça lui fait, à ce moment de la partie, 2 buts et une passe décisive. Absolument. Mais la domination va éclaté au grand jour avec ce jeu à 10 contre 11. Il y avait une absence. Ronaldo va avoir encore 2 occasions et Kovacic qui est rentré va encore frapper sur la barre transversale de Buffon. C'était vraiment une soirée cauchemardesque. Ils auraient pu prendre 5 billets que personne n'aurait pris. Mais regardez, comment est-ce possible pour une défense d'un tel niveau qu'un joueur puisse
arriver jusque dans les 16 mètres 50 et personne ne va au contact. Regardez, personne ne va au contact. Mais il y a une démission. Il y a même une faute professionnelle. C'est inacceptable à ce niveau de la compétition. Mais comme je l'ai dit, le match contre Tottenham avait déjà montré les insuffisances de cette défense. Mais malheureusement, Tottenham a eu 5 minutes d'absence dans le jeu qui ont permis à Higuaín de réaliser l'exploit de marquer 2 buts en très peu de temps. Mais la réalité, c'est que cette équipe n'est pas au niveau de ses quarts de finale. Elle est déjà éliminée, le Real est qualifié. Cette défense ne peut pas jouer contre le Real sans prendre de but. Donc, même si au match retour, ils venaient à marquer 100 buts, même s'ils venaient à marquer 100 buts, ils en prendront 102. Parce que cette défense ne peut pas tenir face à cette attaque du Real, ce n'est pas possible. On pourrait par contre parler de la solidité défensive du Real avec Varane et Ramos. Exactement. Anne-Marie, vous savez, une équipe qui ambitionne de remporter le trophée européen de la Ligue des Champions, la première des choses, c'est de bien défendre. Et quand on dit bien défendre, ce n'est pas la performance individuelle des défenseurs, c'est l'ensemble du jeu défensif de l'équipe. On a une charnière centrale, Ramos-Varane, qui est parfaitement complémentaire. Varane, il joue légèrement en retrait, mais Varane ne commet pas beaucoup de fautes sur l'adversaire, ne commet pas beaucoup de fautes de marquage sur l'adversaire, mais du côté de Sergio Ramos, qui est certainement le meilleur défenseur central du monde à l'heure actuelle, eh bien lui, il va au charbon, il est dur sur l'homme, n'est-ce pas, et il se fait respecter, d'accord? Alors, donc c'est une charnière centrale complémentaire entre un joueur qui relance parfaitement, qui joue sur l'anticipation, sur l'interception, et puis un défenseur, lui, qui va au charbon et qui met le pied, et même les 2 pieds quand c'est nécessaire. Et puis sur les côtés, on a également certainement le meilleur défenseur latéral gauche du monde, celui du Brésil, Marcelo, hein, qui a marqué lors des 2 dernières rencontres, Paris Saint-Germain et le Real. Et puis on a Carvajal, international espagnol lui aussi. Donc ça fait vraiment une assise défensive solide et surtout des défenseurs qui n'hésitent pas à créer le surnombre au milieu de terrain et même pour Marcelo en attaque. Voilà, c'est la base même, la base du succès du Real parce que si derrière ça ne marche pas, l'équipe n'est pas équilibrée. Et pour que Ronaldo et les jeunes vedettes du Real réalisent cette performance, il faut que derrière, ce soit du solide. C'est qui relance le débat entre Ronaldo et Messi, qui est le plus fort? Personnellement, je suis exaspéré. Personnellement, je suis exaspéré. C'est un débat de supporters parce qu'on n'a pas à comparer les joueurs individuellement qui sont dans des registres différents. Ouais. Certes, on peut comparer le nombre de buts qu'ils marquent parce que ça, on a quelque chose dans une comptabilité, mais ils sont dans des registres différents, dans des schémas tactiques différents. Bon, pour moi, c'est un débat de supporters et je trouve ça bien pour eux parce que ça leur permet de se chambrer les uns les autres. Mais pour nous qui sommes quand même des analystes sportifs, on sait qu'ils sont dans des registres différents. Ils ont des ambitions qui sont peut-être similaires parce que ce sont des joueurs qui ambitionnent d'être toujours les meilleurs, de toujours briller. Mais il n'y a pas de comparaison. Pas de comparaison. D'accord. Avant d'aller au deuxième match. Pour ceux qui aiment le football, ce débat n'a pas lieu d'être. On a 2 footballeurs prodigieux qui ont remporté les 9 derniers titres de meilleurs joueurs du monde. Alors, il faut les admirer. C'est tout. Le second match, c'était Séville contre Bayern. Mais avant, une information, ouverture du score de Liverpool par Mohamed Salah contre City. 1-0 donc pour l'instant pour Liverpool. Oui, c'était prévisible parce que la défense de Liverpool ne se laisse pas compter. Et Manchester City, lorsqu'ils abordent ce match, on n'a pas le temps de voir le match, mais j'espère qu'ils l'ont abordé un peu comme le Real a abordé le match contre la Juve. C'est-à-dire sur leur qualité. La qualité de Manchester City, c'est le jeu collectif, c'est le jeu rapide vers l'avant. Je ne sais pas comment ils ont abordé ce match, mais j'espère qu'ils ne sauront pas abandonner cette stratégie, sinon, face à la qualité de l'attaque de Liverpool, ils vont avoir quelques difficultés. Alors, nous allons voir maintenant le résumé. Aimé, on revient à vous tout à l'heure. Oui. Le résumé de Séville-Bayern. De l'envie, du mouvement et l'agressivité, les Sévillans les ont bien appliqués d'entrée de jeu afin de déstabiliser l'arrière-garde du Bayern Munich. Le FC Séville ouvre logiquement le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Pablo Sarabia, qui reprend le bon centre de son capitaine Sergio Escudero. Sévèrement bousculé, le Bayern a su remettre peu à peu le pied sur le ballon. Les Munichois sont parvenus à égaliser assez rapidement. Jesus Navas
Déviant dans son propre but, un centre de Franck Ribéry à la 37e minute. Sous l'impulsion d'un James Rodriguez, omniprésent dans l'entrejeu, les leaders de la Bundesliga ont ensuite très nettement dominé le second acte. La machine bavaroise se met en route et les défenseurs andalous, acculés devant leur surface de réparation, ont le plus grand mal à repousser les assauts du club allemand. Servi à la perfection par un Franck Ribéry très inspiré, Thiago Alcantara a porté l'estocade à la 68e minute. En difficulté au retour des vestiaires, les joueurs de Vincenzo Montella tentent de revenir dans la bataille, mais ne parviennent pas à inquiéter une seconde fois leur adversaire qui s'impose finalement 2-1. Le Bayern Munich, en gagnant en Andalousie, prend une sérieuse option sur les demi-finales avant la manche retour prévue le mercredi prochain à l'Allianz Arena. Le Bayern qui refroidit les ardeurs de Séville au match aller. Oui, le Bayern n'a pas véritablement écrasé cette rencontre de sa supériorité, mais les Bavarois ont assuré l'essentiel. Il faut dire qu'ils ont paru plus solides que cette équipe andalouse, où il n'y avait pas autant d'individualité que du côté bavarois. Jugez-en vous-même, hein, Boateng, Kimmich et Hummels. Ça, c'est le premier but de Sarabia, hein, qui a échappé au marquage de Bernat. On va le voir, hein, pour contrôler ce ballon de manière peu académique, mais le frapper pour le mettre hors de portée du gardien remplaçant de Manuel Neuer qui est encore indisponible. Et là, nous voyons l'égalisation du Bayern par Franck Ribéry, mais on va s'apercevoir que c'est Jesus Navas qui va marquer contre son camp. Et là, on a des actions où le Bayern a vraiment fait preuve de supériorité, hein, jugez-en vous-même, avec des joueurs comme Kimmich, comme Boateng et Hummels, ce sont les défenseurs de la National Mannschaft. Et nous avons devant Lewandowski, qu'on n'a pas beaucoup vu, n'est-ce pas? En revanche, on a apprécié la disponibilité de Thiago Alcantara, on a la rouerie, hein, de Franck Ribéry, et puis sur la fin de la rencontre, eh bien, c'est Robben qui est rentré. Ici, nous voyons un tir de l'ancien international français Nzonzi, mais qui n'inquiète pas du tout cette équipe du Bayern. Alors, on peut penser, hein, que le Bayern a préservé largement, et même plus que ça, ses chances de qualification pour le retour à l'Allianz Arena. Alors, capitaine, le Bayern a assumé son rôle, son statut de favori. C'est une victoire au mental, en fait. Oui. Parce que le Bayern joue sur terrain adverse. Oui. Le Bayern est mené à la marque. Mais le Bayern se dit que ce n'est pas possible. Et il commence à hisser son niveau de jeu. Et là, de façon assez curieuse, Séville, qui est pourtant sur son terrain et qui mène à la marque, recule, cède du terrain à l'adversaire et finalement permet à l'adversaire, mais vraiment sur des coups de poker, de revenir dans un match où ils étaient totalement dominés. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que les Sévillans se sont convaincus eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas gagner le Bayern. Ouais. Ils sont convaincus eux-mêmes que c'est un adversaire qui est supérieur à eux. Certes, ils mènent à la marque, mais l'adversaire, il est vraiment plus fort que nous. Donc, dans leur tête, ils n'ont pas su maintenir la domination qu'ils avaient sur le Bayern. Regardez sur cette action. Quand vous regardez le ballon, ouais. Le Bayern a le ballon dans le camp de Séville. On est sur le terrain de Séville, on n'est pas en Allemagne, on est en Espagne. Vous avez la possibilité d'obliger cette équipe à rester dans son camp. Non, vous la laissez venir. Alors qu'on sait que c'est une équipe qui a... Parmi les footballs non espagnols, c'est un des footballs les plus collectivement tenus. Parce que le football allemand a beaucoup changé. Les Allemands ne jouaient pas de cette façon depuis le passage de Pep Guardiola et d'autres. On est un peu dans le même style aujourd'hui. Tout le monde a une grande qualité de conservation collective du ballon. Et donc, il ne faut jamais laisser à un adversaire la possibilité d'aligner plus d'un certain nombre de passes. Sinon, après, vous courez dans le vide et au bout d'un moment, il y a un qui ne fera pas l'effort, il y a un axe central qui ne saura pas bien se replacer face au mouvement de l'adversaire qui arrive et on prend des buts comme ils en ont pris deux buts contre son camp parce oui. Que chacun des deux buts, c'est marqué par les défenseurs de Séville qui oui. Viennent vers leur poteau. Ça veut dire qu'ils sont pressés, ils ne savent pas trop où aller, alors que eux, leur but était très bien construit. C'est un but vraiment de la technicité, de la vélocité. Vous savez, le football espagnol, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils apprennent à savoir garder la maîtrise du ballon
d'une façon suffisante pour que l'adversaire soit obligé de reculer. Okay. Mais il se trouve que sur ce match, mentalement, je crois qu'il se sentait inférieur au Bayern. Merci, Capit. Je rappelle que, sinon je vous informe, que Liverpool a marqué son deuxième but, donc 2-0 pour Liverpool face à Manchester City. Pour le débat demain, ça sera un grand débat qui sera mené bien sûr par Cathy Touré et Kodo. Le terme de ce débat, à cette journée de la fin du championnat, Standard CW Sport, la SOA, aux portes de la Ligue 2. Et qu'est-ce qui ne va pas? Problème de management ou mauvais recrutement? Et quel apport des collectivités locales? Et les consultants de Cathy seront Dago Charles, Choualio Diomandé et Magloire Diop. En ce qui nous concerne, merci pour votre attention et puis bonne suite de programme sur RTA.